J'ai déjà battu en brèche le mythe du patriarcat. Contrairement à ce que répètent les féministes, nous ne vivons pas dans une société dominée par les instincts masculins. Mais alors, si nous ne vivons pas dans une société patriarcale, dans quel type de société vivons-nous? Les personnes les plus riches du monde et la majorité des dirigeants des grands pays sont des hommes. Ok, mais comme je l'avais expliqué, ce n'est pas du tout une preuve qu'on vit sous le grand méchant patriarcat. Ce qu'il faut regarder, c'est comment les gens agissent et quelles sont les idées qui sont à la mode. C'est ça qui compte. Est-ce qu'on vit sous le régime des valeurs masculines ou des valeurs féminines? La réponse va sûrement vous choquer, mais à mon sens, l'Occident du 21e siècle est un matriarcat soft. Il est soft parce qu'il ne dit pas son nom, mais ne vous y trompez pas. Vous vivez dans une société de la toute-puissance des valeurs féminines. Sans le savoir, vous en payez le prix chaque jour, dès que vous écoutez un discours de Macron ou que vous regardez une publicité. Et si vous voulez vous extraire de ce totalitarisme mou, il faut de toute urgence en prendre conscience. Au programme d'aujourd'hui, on va explorer les profondeurs de tout le psychisme féminin. Mais je ne serai pas seule. Je serai accompagnée d'un spécialiste du sujet qui sera mon guide. Et c'est grâce à lui qu'on va pouvoir mettre au clair le mystère du nouveau matriarcat au 21e siècle. Salut à tous, c'est Thaïs. Avant de parler de matriarcat, il faut faire un petit peu de psychologie, alors allongez-vous sur le divan. Regardez bien cette image. Il s'agit d'un Canadien qui s'apprête à tuer un bébé phoque en lui écrasant la tête à coups de masse. Qu'est-ce que cette image vous fait ressentir? Je parie qu'elle vous met mal à l'aise. Vous ressentez l'envie de protéger ce petit bébé phoque tout mignon et au contraire, vous ressentez de la colère contre le Canadien. C'est la même chose qui se produit si je vous montre une image de la famine en Afrique ou d'un SDF qui demande quelques pièces dans la rue. C'est normal, rassurez-vous. En psychologie, on dira que votre réaction est une réponse de votre fondation morale care, harm. Mais qu'est-ce que ça veut dire? En anglais, le care, c'est le soin et le harm, c'est la douleur. En français, les traductions ne sont pas parfaites, donc on a tendance à conserver le terme en anglais. Mais ça ne nous avance pas beaucoup. Qu'est-ce que c'est? Dit plus simplement, c'est votre réflexe d'empathie qui se déclenche. Nous, les êtres humains, nous avons évolué pendant des millions d'années dans un environnement hostile. Tempête, sécheresse, famine, animaux sauvages et les autres tribus qui nous font la guerre. Donc les humains qui ont survécu à ces catastrophes, ce sont eux qui avaient le réflexe de protection des plus faibles et notamment des enfants le plus développé. Au contraire, ceux qui ne s'occupaient pas de leurs enfants ou des plus malades de la tribu n'arrivaient pas à survivre jusqu'à la prochaine génération. Résultat, aujourd'hui, tous les êtres humains, à l'exception des psychopathes, sont choqués quand ils voient un Canadien cogner un bébé phoque. Par contre, tout le monde ne réagit pas avec la même force à cette image. Ce réflexe d'empathie, c'est ce qu'on appelle un fondement moral. Retenez bien ce terme car c'est la clé pour comprendre ce qu'est le matriarcat soft. Cette expression, on la doit à un psychologue américain qui a travaillé sans relâche pendant 25 ans pour comprendre les ressorts de la moralité humaine. C'est lui, le guide dont je vous parlais au début de cette vidéo. Retenez bien ce visage. C'est grâce à cet homme que vous pourrez enfin comprendre pourquoi votre meilleur ami adore Mélenchon alors que vous ne pouvez pas le supporter. Il s'appelle Jonathan Haidt et c'est un géant de la psychologie sociale actuelle. Il a accédé à la célébrité internationale en 2012 lorsqu'il a publié son best-seller The Righteous Mind. Dedans, il identifie 5 valeurs morales fondamentales ou fondements. Ces fondements définissent comment vous jugez une idée politique, un tableau dans un musée ou le comportement d'un inconnu dans le métro, dans tous les domaines de la vie, de votre premier cri jusqu'à votre dernier souffle. Ces 5 fondements moraux, les voici. Premièrement, le fondement care harm. En un mot, c'est votre sensibilité à la souffrance des autres. C'est le fondement qui explique des vertus comme la gentillesse, la douceur, l'instinct maternel et l'attachement au bébé phoque. Deuxièmement, le fondement justice, réciprocité. C'est l'attachement à l'idée bien connue « traite les autres comme tu voudrais être traité » qu'on retrouve dans la plupart des grandes religions. Quand un innocent est mis en prison et qu'un coupable est libéré, notre indignation et notre colère qui s'expriment sont les résultats de ce fondement moral. Troisièmement, le fondement loyauté. Ce fondement, on peut le résumer par la formule un pour tous, tous pour un. Ça peut nous faire penser au patriotisme, mais pas que. Quand on soutient une équipe de foot, c'est une autre manière de montrer sa loyauté à la tribu. Pareil quand on affiche les marques de vêtements que l'on porte. Les êtres humains adorent tellement appartenir à une tribu qu'ils sont prêts à en créer de nouvelles, simplement pour obtenir ce sentiment d'appartenance. Quatrièmement, le fondement autorité-hiérarchie. Ce fondement, il définit notre degré d'attachement à un ordre établi, quel qu'il soit. On peut penser par exemple à l'armée, où tout est fait pour solliciter au maximum ce fondement
fondement moral. On utilise des grades, des uniformes et on salue ses supérieurs avec le salut militaire. Les gens qui sont en dessous de vous doivent obéir à vos ordres, mais en contrepartie, vous devez obéir aux ordres de vos supérieurs. C'est aussi ce fondement qui fait que dans la vie de tous les jours, on ne parle pas à ses parents comme à ses amis ou à ses collègues. Le cinquième et le dernier fondement, c'est celui de la pureté, sacralité. C'est l'idée selon laquelle nous essayons dans notre vie d'éviter les contaminations. Ce fondement vient de la vulnérabilité des humains face aux maladies. Nous avons évolué pour faire attention à ce que nous consommons. La parenthèse du Covid a été un moment d'hypervigilance, pendant lequel ce fondement a été simulé à 500% par le port du masque, la distanciation sociale, l'avertissement des cas contacts, etc. Je l'ai, le pass sanitaire, voilà. Mais on peut penser aux religions qui mettent l'accent sur la virginité des femmes et qui les encouragent à conserver leur pureté en limitant leur nombre de partenaires masculins. La pureté se traduit également sur le plan des idées. C'est pourquoi on entend souvent les gens de tous bords politiques dire que les idées du camp d'en face sont dangereuses ou malsaines. L'horreur, quasiment le nazisme. Dans son livre, Jonathan Haidt nous explique une chose. Tout le monde a des fondements moraux. Mais individuellement, vous mettez l'accent sur des fondements différents selon que vous soyez de gauche ou de droite. Vous allez comprendre le lien avec le matriarcat dans le passage juste après. Voilà à quoi ressemblent vos fondements moraux selon votre appartenance politique. Le graphique est basé sur celui du livre de Haidt lui-même. Ce que vous voyez ici est un schéma et pas une reproduction. Chez les gens de gauche, les fondements care, harm et justice sont très élevés. Au contraire, les fondements pureté, loyauté et autorité sont bas. C'est pourquoi, à gauche, on cherche toujours des minorités à défendre, qu'il s'agisse des LGBT, des immigrés ou des ours polaires, et pourquoi on attaque les hiérarchies traditionnelles et on préfère l'égalité. Chez les gens de droite, les fondements sont répartis à peu près équitablement. On ne met pas particulièrement l'accent sur un fondement plutôt qu'un autre, ce qui n'est pas le cas pour les gens qui sont plus radicalement à droite. Alors vos fondations pureté, loyauté et autorité seront dominantes et vos fondements care, harm et justice seront plus bas. En gros, vous pensez que si l'on veut conserver l'ordre et la stabilité du groupe, il faut parfois être prêt à sacrifier une part de liberté individuelle et de confort. Si vous êtes curieux de savoir où vous êtes situé sur chaque fondement et que vous êtes anglophone, vous pouvez aller remplir le questionnaire qui a été mis en place par Jonathan Haidt et son équipe sur yourmorals.org. C'est rapide à faire et facile à comprendre. Mes résultats sont cohérents avec mes idées. Je serais curieuse de savoir si c'est pareil pour vous. Si jamais vous observez une grande différence entre vos fondements moraux et les idées politiques que vous pensez avoir, n'hésitez pas à mettre vos résultats dans les commentaires, ça m'intéresserait beaucoup d'analyser ça. Mais vous me direz, Thaïs, c'est bien beau tout ça, c'est bien intéressant, mais tu nous balades un peu depuis tout à l'heure et quel est le rapport avec le matriarcat? Justement, on y arrive. Mais savez-vous qui va également nous être d'une grande aide pour cette vidéo? Je parle bien sûr de Terre de France, l'entreprise patriote française au service de notre pays. Vous les connaissez sûrement déjà. Terre de France fait fabriquer ses articles uniquement en France. Lunettes, chinos, chemises, tabliers et bien d'autres choses encore. Mais ce n'est pas tout. Terre de France reverse 100% de ses bénéfices aux agriculteurs en difficulté, aux écoles rurales et aux familles de militaires. Ainsi, en 2022, Terre de France a pu porter secours à la chèvrerie de Christophe dans les Landes en lui apportant une aide précieuse de 5 000 €. Vous vous faites plaisir, vous me soutenez moi, mais aussi vous faites une bonne action. L'article que je voulais mettre en avant particulièrement dans cette vidéo, c'est les 2 médailles en argent vieilli fabriquées dans le Maine-et-Loire. Une médaille qui représente Saint-Michel et une autre qui présente Sainte-Jeanne d'Arc. Elles sont très belles et elles sont abordables. Merci à Terre de France de sponsoriser cette vidéo. Mais merci aussi à vous, parce que lorsque vous vous rendez sur leur site après un partenariat avec ma chaîne, vous les encouragez à continuer de me soutenir de la sorte. Terre de France, c'est l'assurance pour vous d'avoir un article dont vous connaissez la provenance, qui fait travailler des artisans de notre peuple et qui affiche hautement ses couleurs en se déclarant amoureuse de la France, de son patrimoine, de son identité et qui la défend activement. Les fondements moraux ne se différencient pas uniquement selon les idées politiques. Sans surprise, vous m'aviez peut-être déjà vu venir, mais les hommes et les femmes ont de grandes différences quant à leurs fondements moraux. Les femmes placent énormément d'importance sur les fondements care, harm et accessoirement un peu plus sur la justice et la pureté. C'est ce qu'avait montré une gigantesque étude menée sur 67 pays avec à peu près 340 000 participants. C'est pour ça que les femmes aiment généralement moins les films d'horreur que les hommes ou qu'elles demandent aux enfants de partager leur goûter avec les autres. Autrement dit, les fondements moraux de gauche et les fondements moraux féminins sont étroitement liés. L'univers moral de la gauche, tout comme l'univers moral féminin, sont structurés autour d'une valeur centrale
qui est la compassion. Accessoirement, on retrouve aussi l'attachement à la justice égalitaire et la pureté. Pour la pureté, ça peut sembler étonnant à l'époque de TikTok où des gamines de 15 ans twerkent pour des inconnus. Mais si ça vous semble étonnant, c'est que vous faites sûrement le lien entre pureté et pureté morale. Mais rappelez-vous, ce fondement est bien plus large que ça. Pensez à toute l'industrie des thés détox, des jus de fruits sans conservateur et des produits de maquillage bio, qui sont autant d'exemples de l'attachement féminin à la pureté concrète. On peut aussi prendre d'autres exemples. Si vous critiquez de façon radicale Simone de Beauvoir, une féministe deviendra hystérique. C'est aussi une réaction de pureté parce qu'elle aura l'impression que vous blasphémez une personne sacrée. Comme Jonathan Haidt l'explique, le rapport entre pureté et sacré s'effectue à la fois sur des objets mais aussi des personnes et des idées. Les hommes quant à eux mettent moins l'accent sur ces trois fondements et sont plus équilibrés. La plus grande différence entre les hommes et les femmes, c'est sur le fondement care-harm et donc sur l'importance donnée à la compassion. C'est là que se joue toute l'évolution de notre société actuelle par rapport à celle de nos grands-parents. Et donc, il suffit de comparer ce qui était normal il y a 50 ans et ce qui semble normal maintenant pour voir que les valeurs ont changé. Aujourd'hui, la compassion est une valeur envahissante, ce qui aurait été impensable pour nos ancêtres. Voici quelques exemples pour s'en convaincre. L'époque où on faisait l'éloge de l'armée ou du père de famille est révolue et loin derrière nous. Les valeurs de loyauté et d'autorité sont marginalisées. Quand on a demandé à des lycéens de SNU de faire des pompes, il y a eu une levée de bouclier sur le retour des heures les plus sombres. Ce gouvernement ne comprend que la force. Le SNU qui veut nous militariser très jeunes, etc. La discipline, c'est devenu réactionnaire. La violence, c'est le tabou ultime, même lorsqu'elle est légitime. On préfère condamner un homme de 70 ans qui se défend contre un cambriolage et pleurer sur le sort des criminels plutôt que de reconnaître une légitime défense. La justice ne sert plus à réprimer les criminels, mais à leur donner une 15e chance. Au contraire, les valeurs morales dominantes, ce sont celles du care-harm, c'est-à-dire de la compassion qui est considérablement surreprésentée. Ça, c'est le monde matriarcal. C'est un monde où l'entreprise est dominée par le département des ressources humaines, qui organise des séminaires sur la diversité, l'égalité et l'inclusion, et qui peut vous virer pour avoir mis vos collègues féminines mal à l'aise. C'est ce qui est arrivé à James Damore, un ingénieur de chez Google, qui avait, au cours d'une discussion, fait circuler un mémo qui montrait qu'il existait des différences entre les hommes et les femmes. Résultat, il a été purement et simplement viré, et ses collègues, qui se sont sentis agressés par une telle déclaration, ont eu le droit à un jour de congé supplémentaire. C'est le monde où il faut donner ses pronoms sur Twitter et mettre des trigger warning quand on parle d'un sujet épineux sur Instagram, comme si parler d'un sujet sensible était une agression. Il faudrait rappeler le proverbe chinois « le mot chien ne mord pas ». C'est le monde de la sensibilisation et de la prévention où la prise de risque est mal vue. Ne roulez pas trop vite, mangez 5 fruits et légumes par jour, donnez à une association contre la famine en Afrique. C'est le monde où le bon citoyen, c'est celui qui passe ses journées à remplir des petits papiers pour montrer qu'il respecte les règles. La période du Covid, c'était l'exemple parfait, mais c'est un phénomène omniprésent. Mets ton masque, mets du gel hydroalcoolique, ne fume pas, roule toujours plus doucement et si tu ne fais pas attention à tes points sur ton permis, passe un stage pour gagner une gommette et gagner le droit d'aller au travail en voiture. L'Européen vit dans une cour de récréation de maternelle sous le regard sévère et névrosé de la maîtresse d'école. C'est le monde où il faut systématiquement demander la permission avant de faire quelque chose plutôt que de demander pardon après avoir transgressé une règle. Dans le domaine de la séduction notamment, on le voit très clairement. Pour passer du flirt à la conquête, il y a toujours un risque à prendre, un baiser à voler. Si ça marche, chacun est plus heureux qu'avant. Et si un garçon a mal interprété un signal et que la fille lui met un stop, il s'excuse et on passe à autre chose. Y a pas mort d'homme. Au contraire, on en arrive presque aujourd'hui à devoir faire signer un contrat de consentement à une femme qu'on voudrait aborder dans un bar. En plus de ça, un mec n'ose même plus aborder une fille, puisque celle-ci pourra traiter son prétendant de macho ou se vexer qu'il ose aller la draguer, et donc qu'il la prend pour une fille facile. Bref, la dictature de la compassion, c'est aussi un monde où la séduction doit être sans risque et prévisible, et donc impossible. C'est un monde où il ne faut pas discuter avec les idées nauséabondes de la droite, parce que vous risquez de contaminer les consciences des citoyens et de zémouriser les esprits. C'est le monde où lutte sociale, c'est de danser en manif. Et où la politique devient une sorte de technival mondain. On est bien loin des mouvements ouvriers du 19e siècle qui défilaient quitte à se prendre une balle. C'est le monde où on trouve normal, au nom de la compassion, que la sécurité sociale rembourse les avortements, les serviettes hygiéniques ou les préservatifs. On transforme l'État en pharmacie, mais quand la France se laisse surveiller par la NSA,
On n'en parle pas, parce que ce n'est pas un sujet qui fait suffisamment pleurer dans les chaumières. C'est le monde où on gâche des milliards dans des plans banlieues complètement inutiles, plutôt que d'investir dans les filières scientifiques et techniques de l'IA ou du nucléaire. Le matriarcat, c'est l'autre nom de la domination totale de la compassion sur toutes les autres valeurs. C'est une morale qui cherche à réduire la douleur à tout prix, quitte à sacrifier toutes les autres préoccupations. C'est une sorte d'instinct maternel devenu complètement fou. C'est le paradoxe de notre civilisation. Quand les Européens arrêtent de faire des enfants, ils commencent à traiter la Terre entière comme de petits bébés phoques, sans défense. Vous me direz, où est le problème? Après tout, vouloir réduire la douleur, et ce dans tous les domaines, ça ne peut être que positif. Justement non. Déjà, parce que la Terre n'est pas peuplée uniquement de bébés phoques. Les êtres humains peuvent être des proies autant que des prédateurs. Par exemple, est-il moral de vouloir à tout prix rapatrier les femmes de djihadistes qui sont parties de leur propre volonté rejoindre les volontaires de l'État islamique en Syrie? Excusez-moi, il y a des gens qui ont voulu aller vivre une aventure, je sais pas moi, en Inde. Ils sont revenus, non? Après leur aventure, elle était bien, elle était pas bien, ils sont revenus. Et nous, on est venus ici, on a vu des trucs bien, des trucs pas bien. Voilà. Pour la morale matriarcale, il s'agit de réduire leurs souffrances, sous prétexte qu'elles sont faibles et manipulées par la méchante société colonisatrice, ce qui est évidemment complètement faux. Pourquoi est-ce que la France devrait faire preuve de générosité et de care face à des gens qui ont activement recherché à détruire notre civilisation et à aider les mêmes qui ont organisé le massacre de 130 Français au Bataclan? On a fait une aventure, c'était pas top, on veut revenir, c'est tout. Vous savez, c'est comme ce truc que tous les gens de ma génération ont déjà entendu quand ils étaient enfants. Quand on se faisait harceler par une brute de la cour de récré, on vous donnait toujours le même conseil. Laisse-le. Ce que la brute recherche, c'est de l'attention, donc si tu ne réagis pas, il va se lasser. Je suis sûre que vous aussi, vous avez déjà entendu ce conseil stupide. Et dans combien de cas ce conseil fonctionne? 0% évidemment. Éventuellement, on vous dira d'aller vous plaindre à la maîtresse, ce qui vous colle une réputation d'enfant faible qui va pleurer pour qu'on le protège. C'est peut-être encore pire. Non, la bonne réponse à apporter quand un gamin se fait harceler, c'est de lui apprendre à se défendre d'une façon ou d'une autre. Alors oui, il est possible que cherchant à se défendre face à une brute, le gamin se prenne une rouste. Mais ce qui est sûr, c'est que la seule méthode qui fonctionne pour calmer une brute, c'est de lui montrer qu'il n'est pas le plus fort. Mais ça, c'est impensable dans la société actuelle. L'obsession de la gentillesse pose aussi un autre problème majeur, c'est la destruction de la liberté. Par exemple, pour ces déclarations... La question en fait que vous posez, Dora Muto, c'est est-ce que une femme, c'est forcément biologique ou est-ce que ça peut être un ressenti? Oui, en fait... Mais pour vous, Mariko, par exemple, qui est en face de vous, je vous ai raconté son histoire, Mariko, c'est une femme pour vous ou non? Non, pour moi, Mariko, c'est un homme. C'est un homme transféminin. C'est-à-dire que c'est une personne qui est biologiquement un mâle, on ne peut pas dire le contraire, sauf que cette personne a, effectivement, a des goûts en fait, qui correspondent à ce qu'on appelle le genre femme. Donc cette personne aime adopter un certain vestiaire, aime avoir une certaine place dans la société, mais pour moi, en fait, le genre est défini par des stéréotypes, malheureusement. Dora Muto, la jeune féministe qui refuse de se prosterner devant la religion du pénis féminin, a été poursuivie en justice par des associations trans. Pour ne pas heurter la sensibilité d'un homme déguisé en femme, on est prêt à envoyer une vraie femme devant un tribunal parce qu'elle tient un discours qui était considéré comme normal depuis les débuts de l'humanité jusqu'à il y a 10 ans. Et c'est la même chose pour l'antiracisme, la lutte contre l'homophobie ou je ne sais quelle obsession du moment. On réduit la liberté de tous pour éviter de froisser les sentiments de quelques-uns. La théorie des fondements moraux de Jonathan Haidt est un outil formidable pour comprendre la psychologie des gens ou d'une société. La prochaine fois que vous voyez une publicité, making the same old excuses. Boys will be boys. Boys will be boys. Boys will be boys. et un film ou un message politique, Nous sommes en guerre. ou n'importe quel type de média qui essaye de vous convaincre, posez-vous la question. Sur laquelle de mes valeurs morales est-ce qu'on essaie d'appuyer? Ma compassion, mon sens de la justice, ma loyauté, mon attachement à l'autorité ou à mon souci pour la pureté? Je parie qu'en majorité, ce sera votre compassion qui sera visée. Et quand vous aurez l'habitude de reconnaître cette technique, vous comprendrez ce que c'est que le matriarcat dans lequel nous vivons. Mais alors, à quoi est-ce que ça ressemblerait une société qui ne serait pas dominée par l'obsession pour le care et la compassion maladive et qui serait plus masculine, c'est-à-dire
plus équilibré dans ses fondements moraux. La nouvelle politique menée au Salvador depuis 2019 nous donne une piste. Pendant des décennies, le Salvador a été un des pays les plus dangereux du monde. En 2018, ce tout petit pays d'Amérique centrale avait le taux d'homicide le plus élevé de la planète à cause des maras, ces gangs qui sèment la terreur dans tout le pays. En 2019, le nouveau président Nayib Bukele a eu une idée simple. Et si, au lieu de faire des programmes sociaux inutiles et de la prévention qui ne servent à rien, est-ce qu'on mettrait pas les criminels en prison? Autant vous dire qu'une telle idée, ça ferait mauvais genre en France. Sa politique a eu des effets immédiat. Aujourd'hui, le taux d'homicide est de 7,8 pour 100 000 habitants, soit une réduction de 85% en 4 ans. Le taux de popularité du président est de 90% et a priori, il se fera réélire sans trop d'encombre. Ça, c'est un exemple de politique non matriarcale. Le président du Salvador a compris une vérité très simple qui a été oubliée en Occident. Les criminels qui appartiennent à des gangs ne sont pas des bébés phoques. Ils sont prêts à sacrifier la vie des autres pour quelques dollars. Alors, ils ne méritent aucune compassion. Plutôt que de se soucier du sort des criminels pour les laisser mettre le pays à feu et à sang, on les écrase avec une main de fer. Et surprise, ça marche. Résultat, les Salvadoriens réapprennent à profiter de leur quartier. Ils peuvent de nouveau sortir le soir sans se faire massacrer et les filles ne se font plus kidnapper pour être revendues à des réseaux de prostitution forcée. C'est ça la vraie liberté. C'est la capacité de dire non à ceux qui sèment la terreur. Petite pause, je vous rappelle que vous pouvez retrouver tout le catalogue de Terre de France sur leur site dont je mets le lien en description. Parcourez-le et trouvez votre bonheur parmi tous leurs articles de qualité. L'exemple du Salvador est radical. Heureusement, nous n'en sommes pas encore là. Mais si on continue à laisser l'instinct féminin en roue libre, on aura le droit au Salvador de 2018 juste avant l'arrivée de Bukele au pouvoir. D'ailleurs, j'en profite pour faire une précision. Quand je parle d'instinct féminin, ça ne veut pas dire que seules les femmes sont responsables. Un homme qui n'agirait que par compassion fait partie du problème, tandis qu'une femme qui sait faire preuve de rationalité fait partie de la solution. Oui, l'instinct masculin doit être équilibré. Si on le laisse sans contrôle, on peut retomber dans la brutalité. Mais aujourd'hui, il nous manque cruellement. La compassion est une qualité quand elle est modérée, sinon elle devient paralysante. Et pas seulement sur la question de l'insécurité, mais ce dans tous les domaines. En politique, dans les arts ou dans les relations du quotidien, il faut que les Européens réapprennent la vertu qui consiste à dire non et à prendre des mesures fermes. Pas seulement dans l'intérêt des hommes d'ailleurs, mais aussi celui des femmes. Vous vous souvenez des agressions sexuelles à Cologne en 2016? Les féministes et la gauche disent que c'est la conséquence du patriarcat qui traite les femmes comme des proies. Mais justement non. Ça, c'est une conséquence du matriarcat soft, qui laisse agir des prédateurs par compassion, quitte à sacrifier des femmes. Cologne, c'est la preuve qu'il existe une complicité objective entre le matriarcat de l'Occident actuel et le patriarcat barbare de populations qu'on importe par millions. En régime patriarcal européen, on n'aurait jamais laissé rentrer des milliers de clandestins qui pour certains ont un passé violent. Ces femmes auraient été protégées et dès la première agression, on aurait commencé à renvoyer chez eux les clandestins qui sont surreprésentés dans les agressions et dans les viols. Car c'est aussi comme ça qu'on protège la liberté des plus faibles, en combattant les tyrans du quotidien et pas en les traitant comme des bébés phoques tout mignons. À une époque, c'est ce qu'on appellerait la chevalerie. Il est peut-être plus que temps de laisser les hommes redécouvrir cette vertu pour l'exprimer, plutôt que de continuer à regarder les dégâts.